Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec un invité et cette question: si à l'école on nous avait dit qu'il existait des anti-sèches du bonheur, les auriez-vous copiés? Je crois que oui, c'est ce que l'on vous propose peut-être aujourd'hui avec mon invité, le Mike Horn du développement personnel, le plus normal des chamans français du bonheur, qui dit notamment que nous avons tous en nous un Vladimir Poutine et un Dalai Lama. Après un long parcours de retour à soi, je vois que vous êtes en train de tiquer, Jonathan Lehman, qui se considère comme un étudiant du bonheur, a sorti Journal intime d'un touriste du bonheur, c'était en 2018, Les anti-sèches du bonheur en 2020, et il vient de publier son livre Journal intime d'un voyageur chamanique aux éditions HarperCollins, un récit complètement fou d'un aventurier du bonheur, pas tout à fait comme les autres. On découvre alors sa vie et ce qu'il en a appris pour peut-être nous aider à mieux décortiquer la nôtre et comprendre ce qu'il est allé trouver ailleurs qu'il n'y a pas déjà chez nous. C'est aujourd'hui en direct sur Radio J, sur notre Facebook Live et Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Et RadioJ.fr, bien évidemment. Bonjour Jonathan Lehman. Est-ce que cette petite présentation vous va? Je vous ai vu très attentif. Vous pouvez monter un tout petit peu le son sur votre gauche. Voilà. Ouais. Alors dites-nous tout. Est-ce que cette petite présentation vous représente assez bien? Bah oui, je trouve. Je me reconnais dans ce que vous dites sur le cancre du bonheur qui aurait pris son anti-sèche. J'aime bien le côté aventurier aussi. Donc oui, non, je me retrouve complètement. Il y a un petit peu tout ça. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui, Jonathan Lehman, pour parler de vous, de votre parcours. Vous, cette personne finalement un peu comme une autre, qui nous ressemble sous certains aspects et qui pourrait bien nous donner ses clés pour nous aider. Et j'ai envie de vous dire merci d'avoir fait tout ce travail, plus de 10 ans de quête et d'enquête à travers le monde, à la recherche du bonheur. Ça vaut bien, je crois, un petit bravo. Surtout quand l'on sait d'où vous venez et ce que cela vous a probablement coûté, même si le retour sur investissement vaut tout, je crois, on va en parler. Mais d'abord le début, parce que la connaissance du début explique beaucoup, vous le savez. Alors, Jonathan Lehman, vous avez 44 ans. Aujourd'hui, vous êtes né le 23 mai 1978 à Paris. Alors, on a envie de vous souhaiter Happy Birthday. Je ne le savais pas, vous saviez? Je l'ai appris à la seconde où vous avez passé le pas de cette porte, puisqu'il est impossible de savoir quelle est votre date sur Internet. Ah bon? Et donc, c'est votre attaché de presse qui nous l'a appris et qu'on embrasse, Anthony Quito. Ah bon, qui vient de vous le dire. Exactement. Et qui, lui, l'a appris dans l'ascenseur. Il ne le savait pas non plus. C'est pour ça qu'on est ravis de le savoir et merci beaucoup. Merci. On est ravis que vous passiez cet anniversaire avec nous sur Radio J. Je suis ravi d'être ici. C'est ce que vous m'avez dit, on est ravis de vous avoir. Jonathan Lehman, vous êtes né donc à Paris le 23 mai 78 dans une famille juive, d'un père californien, Peter, qui était avocat, et d'une mère parisienne du prénom de Nicole. Vous avez grandi comme fils unique avant d'être rejoint par votre sœur Zelda, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Vous aviez 12 ans à l'époque et vous avez compris avec le temps que vos traumatismes venaient de l'enfance, comme beaucoup de gens, je crois, car tout se joue en principe avant les 6 ans. Quel genre de petit garçon était le petit Joe? Le petit Joe, il avait une grande gueule. Il aimait bien faire des bêtises. Il aimait bien poser des questions. Beaucoup de questions. Il aimait bien attraper les adultes dans leurs contradictions. Le petit Joe, il avait du mal à s'entendre avec les autres enfants de son âge. Il savait pas s'intéresser à l'autre. Le petit Joe, il se sentait pas à sa place. C'est ce qui fait qu'avec le temps, très certainement, il y a eu cette quête finalement d'un moi plus profond que celui que vous étiez en surface et peut-être en profondeur à ce moment-là. On va le voir un petit peu dans le temps. Mais vous avez travaillé sur vous avec le temps, ce qui vous a permis de voir, de comprendre que finalement, il y avait ce qu'on appelle des mémoires transgénérationnelles, même si je sais que vous n'avez pas trop planché vraiment sur ce sujet-là. Ce qui permet pour vous d'indiquer aujourd'hui que ce que vous portiez en vous, c'était aussi le fruit de ce que votre maman vous avait donné, quelque part. Oui, je me rends compte effectivement de plus en plus à quel point on porte évidemment les blessures, il me semble, de ses parents. En tout cas, les blessures que ses parents ont pas réussi à ne pas nous transmettre. Et puis on porte aussi beaucoup de choses de générations passées.
Ma famille a été frappée par la Shoah. Et je pense que je me suis pas suffisamment rendu compte que l'impact que ça pouvait avoir à un niveau transgénérationnel. Et je suis en train d'en prendre de plus en plus conscience ces derniers temps. Donc effectivement, on porte beaucoup de choses. Vous nous avez parlé de ce petit garçon, de ce qu'il portait en lui qui est du passé, entre guillemets, mais vous dites que vous avez grandi avec une pleine conscience du fait de penser que votre papa vous aimait, etc. Mais en fait, quand vous avez travaillé sur vous, à l'origine, vous vous êtes rendu compte qu'au départ, c'était pas vraiment le cas, à la racine. Oui. C'est bien ça ? Oui, j'ai compris. J'ai commencé un travail sur moi parce que j'étais pas heureux, parce que j'étais addict à toutes sortes de substances, parce que j'étais dépressif, parce que je pensais avoir coché toutes les cases pour être heureux, que je l'étais pas. Et donc j'ai commencé un travail qui m'a amené vers la méditation, qui m'a amené vers le chamanisme, qui m'a amené aussi vers la psychothérapie. Et en faisant du travail thérapeutique, j'ai réexploré mon enfance et j'ai vu effectivement, j'ai compris que j'avais une enfance pas heureuse, même si de l'extérieur j'avais une enfance dorée, et surtout que j'avais pas été voulu par mon père. Et que au final il m'a accepté, mais que c'était pas son choix de m'avoir, et que donc inconsciemment je cherchais à lui prouver que je valais le coup, que je valais le coup d'exister. Alors justement, on met le doigt sur quelque chose. Vous faites de grosses études. D'abord à l'école bilingue à Paris, puis au collège et lycée Charlemagne, Nanterre, puis Columbia University à New York, de 98 à 2000, avant de faire la Sorbonne. Et alors, vous devenez très tôt, avocat d'affaires à Wall Street, à seulement 25 ans, pour faire plaisir à votre père, dont vous étiez proche. Alors, pour lui faire plaisir, en fait, oui et non. Lui, il s'en foutait. Lui, il voulait que je sois heureux. À ce moment-là, on avait une superbe relation. À partir de l'adolescence jusqu'au jeune âge adulte, on avait une très belle relation. Et lui, il avait évolué aussi. Et ce qu'il voulait, c'était le meilleur pour moi. Mais je pense que moi, je faisais des projections sur ce que j'avais envie de prouver. Et je me rendais même pas compte que j'essayais de lui prouver des choses. Et donc, j'ai un peu copié ce que lui, il a fait, d'aller dans une grande université américaine, d'être embauché par un cabinet d'avocats d'affaires prestigieux. Et je me souviens, lui d'ailleurs, à l'époque, qui se demandait, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire ? Et moi, ce que je recherchais, ce que je voulais, c'était le succès. Je voulais le succès matériel, je voulais le succès social, je voulais qu'on me regarde et qu'on me dise « il a réussi ». Parce que j'avais cette carence d'amour et d'affection, et qu'il me semblait que c'était la manière de l'obtenir. J'ai compris par la suite que c'était une erreur et que c'était une dérive qu'on peut appeler narcissique d'ailleurs. Alors à 25 ans, tout vous sourit. Un de vos clients, c'est Goldman Sachs. Vous avez réalisé votre rêve d'avant à ce moment-là, ce rêve qui vous appartenait ou pas. Mais voilà, vous n'êtes pas cohérent entre qui vous êtes et ce que vous faites. Vous n'êtes pas heureux. Bah oui, je gagne énormément d'argent à cette époque-là. Quand je raconte ce que je fais dans les dîners en ville, on fait des A et des O. Je suis emmené en limousine pour jouer au basket à Madison Square Garden, aller dans les plus grands restaurants de New York. En apparence, j'ai entre guillemets réussi, mais je suis mal parce que ma vie a pas de sens, parce que je travaille avec des personnes qui ne me considèrent pas et que je n'admire pas, et parce que surtout pour moi, travailler pour Goldman Sachs, travailler pour les grandes compagnies d'assurance, les groupes pétroliers, et en gros, les aider à faire des transactions pour qu'ils diminuent les impôts qu'ils payent, ça me parlait pas. Je me disais, c'est ça ma place dans le monde. Mais je m'étais pas vraiment posé cette question auparavant. Alors vous dites que c'est un cadeau empoisonné, finalement, ce rêve. Pourquoi ? Parce que c'est trop facile, c'est de l'argent trop facile, ou que c'est tellement difficile que vous n'avez plus d'énergie pour vivre vraiment pour vous, finalement ? Oui, parce que c'était pas aligné. En fait, je m'étais pas vraiment posé la question auparavant de l'alignement entre mes valeurs et mon activité. D'abord parce que je pense que mes valeurs, elles étaient en évolution. Et que j'étais dans une sorte d'impératif de survie
mais de survie plus. J'avais vu mon père avoir des gros succès commerciaux, financiers quand j'étais jeune, et puis ensuite avoir les huissiers qui débarquent à la maison et de plus avoir d'argent du tout. Et je m'étais dit, ok, il va falloir que je dépende de moi-même, il va falloir que je réussisse beaucoup, et puis ça va m'amener le bonheur. Mais quand j'ai réussi et que je me suis rendu compte que j'étais pas heureux, là j'ai commencé à me poser d'autres questions, et notamment sur qu'est-ce qui se passe dans le monde et quelle place est-ce que j'ai envie d'avoir dans ce monde. Et donc, vous nous l'aviez dit tout à l'heure, ce climat un petit peu anxiogène, finalement, dans cette vie-là, crée du stress, ça crée une profonde dépression. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous commencez la prise de drogue ? Oui, je l'ai commencé, à vrai dire, non. Avant ? J'ai fumé mon premier pétard à l'adolescence, et puis quand j'étais étudiant, je fumais des pétards. Mais ça s'est accéléré effectivement quand j'étais avocat. C'est là que j'ai commencé à prendre de la cocaïne, et c'est là que j'ai commencé à aller faire la fête et prendre toutes sortes de drogues de synthèse. Et je vivais une sorte de vie schizophrénique où d'un côté je travaillais, et de l'autre côté, dès que je travaillais plus, il fallait que je débranche avec des drogues, avec la fête, pour oublier en fait. Jonathan Lehmann, dans ce que j'entends aussi quelque chose qui est un peu ces drogues récréatives, ces drogues du moment. J'observe sincèrement une recrudescence de prise de drogue dans tous les milieux, toutes les cultures. À un moment donné, on pensait que c'était dans la restauration, dans le milieu de la finance ou dans le milieu de la nuit. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y en a partout. Tous les âges, toutes les cultures. Comment vous analysez-vous avec votre regard d'aujourd'hui et en étant quelqu'un qui s'en est sorti, on va y venir bien évidemment, comment vous observez ça ? Quel est votre regard ? Merci pour cette question, parce que je pense que c'est une question qui est hyper importante. Ce que j'ai compris, moi, dans ma démarche et dans ma prise de drogue, c'est que j'avais une recherche qui était une recherche de connecter à l'instant présent. Que j'étais aux prises de mon mental tyrannique qui me parlait sans cesse du passé et du futur. Et que j'avais besoin de débrancher, j'avais besoin de m'oublier. Et je pense que c'est ce que je faisais avec les drogues, et c'est ce que beaucoup de personnes font avec les drogues. Elles se permettent un instant d'oublier leurs problèmes, d'oublier ce qui va se passer demain et leurs obligations, et d'être là dans l'instant présent. Et c'est la grande maladie de l'être humain, c'est d'avoir ce mental qui est hyperactif, qui est un outil extraordinaire, mais qui, si on ne sait pas bien s'en servir, se transforme en une arme qui vient nous faire énormément de mal. Et donc, on cherche un pansement. Ouais. Et les drogues, l'alcool, les réseaux sociaux, le binge-watching de Netflix, c'est pas que les substances. C'est tout ce qui fait que, en gros, on se débranche. Et parce que ça nous met dans l'instant, à ce moment-là. Et ce que j'ai découvert dans ma recherche, c'est que il y avait des manières bien plus saines, bien plus productives, bien plus alignées pour goûter à cet instant présent, et qui allait venir infuser le reste de nos vies et nous permettre d'aligner un petit peu tout ce qui se passe dans nos vies. Et vous, ça arrive à un moment clé, vous claquez tout au moment de la maladie de votre papa. Ouais. Mon père a été atteint d'une cousine d'Alzheimer qui s'appelle la maladie à corps de Lewy. Et je l'ai vu partir à petit feu, et ça a été un électrochoc pour moi. Et je me suis dit, la vie est trop courte. Et jusque-là, je cherchais à faire autre chose, mais j'ai gagné tellement d'argent que je voulais un filet de sécurité. Je voulais qu'on vienne m'accueillir comme le messie dans le job de mes rêves. Enfin, je délirais complètement. Et il se passait rien, en fait. Donc j'étais coincé dans ma prison dorée. Enfin, je me coinçais moi-même dans ma prison dorée. Et mon père est tombé malade, et là, ça a été la goutte d'eau, et j'ai dit, ok, je m'en fous, je plaque tout, sans filet de sécurité. Et en vérité, c'était pas sans filet de sécurité, parce que oui, j'ai plaqué la profession d'avocat, et oui, je savais pas ce que j'allais faire comme job, et il y avait des peurs de me planter, et de plus pouvoir subvenir à mes besoins et tout, mais je viens quand même d'un milieu aisé. Ma mère a une jolie maison en Charente, dans laquelle il y a une chambre pour moi. J'allais pas me retrouver sous les ponts, je veux dire. C'était pas la situation au final n'a pas été très confortable à certains moments,
parce que je suis parti sans trop savoir ce que j'allais faire. J'ai repris des études pour essayer l'entrepreneuriat. Et ensuite, j'ai découvert la spiritualité, j'ai découvert le bouddhisme, j'ai découvert la science du bonheur. Et j'ai essayé d'en faire ma profession, mais ça a mis du temps. Et donc, je me suis retrouvé sur des canapés chez des potes, resté un peu trop longtemps chez ma mère jusqu'à ce que commence à y avoir des frictions. J'ai eu des moments qui ont été très inconfortables, mais rien de bien grave. Et ça, c'est un point qui me semble intéressant et qui revient souvent quand on me pose la question de mon changement de vie. Parce que ce qui empêche les gens de changer de vie, c'est la peur. Et quelque chose que j'aime bien dire sur la base de mon expérience, c'est que les peurs qu'on a, c'est pas qu'elles vont pas se passer, c'est que leur réalisation va être moins pénible que ce qu'on imagine. Moi, par exemple, avant de quitter la profession d'avocat, j'avais peur de plus avoir d'argent, j'avais peur de plus pouvoir me payer un loyer, j'avais peur qu'on se moque de moi et j'avais peur qu'on me tourne le dos. C'est ce que j'allais vous dire. Il a fallu, entre guillemets, non seulement faire ce choix, mais après se dépouiller de son ego. De votre ego. Oui, c'est exactement ça. Et juste sur cette question de la peur, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est que toutes mes peurs se sont matérialisées. J'ai manqué d'argent, j'ai plus pu me payer un loyer, on s'est moqué de moi que je me lance dans l'étude du bonheur alors que j'avais pas un sou, que j'avais pas de copine, que j'avais pas de logement et tout. Mais ce que je veux partager, c'est que la réalisation de ces peurs était bien moins pénible que ce que je pouvais imaginer auparavant. Et finalement, tout ce que vous aviez toujours voulu éviter est venu face à vous, en pleine face, à un moment donné, parce que ce que vous aviez cherché juste pour l'image n'était pas ce que vous vouliez réellement. Oui, c'est ça. Et on se prend les choses, mais en fait, c'est un soulagement immense de se rendre compte, le truc qui me faisait si peur est en train de se passer, et en fait, ça fait pas si mal que ça. Alors, vous décidez tout d'abord de partir en Californie. Vous allez enchaîner plusieurs voyages retraite en Inde, qui a fait notamment l'objet de votre livre Journal intime d'un touriste du bonheur, suivi des antisèches du bonheur, où vous regrettez qu'on mène une vie pour apprendre à être heureux pendant tout du long. Et puis aujourd'hui, ce livre, Journal intime d'un voyageur chamanique, aux éditions HarperCollins, où vous racontez une nouvelle expérience dans votre parcours à la quête du bonheur. On va en parler. Mais d'abord, c'est quoi la définition du bonheur, Jonathan Lehmann, ou tout du moins la vôtre, parce qu'elle est toujours subjective, outre le fait que ce soit l'absence de malheur? Ben non, mais en fait, c'est ça. Le bonheur, c'est quelque chose d'éminemment subjectif. Si je demande à un large groupe qu'est-ce qui vous rend heureux, il y en a qui vont me dire gravir une montagne, d'autres ils vont me dire faire la fête. Le bonheur varie énormément de personne à personne. En revanche, ce qui est universel, c'est l'absence de bonheur, c'est la souffrance. C'est tous les états qui sont la peur, la colère, la tristesse. Et donc, une définition qui n'est pas forcément la plus sexy, mais qui est la plus utile, c'est de définir le bonheur comme l'absence de souffrance. Chaque moment où je ne souffre pas, je peux dire que c'est un moment où je suis heureux. Et nous, il y a tellement dans notre société de stress, de culpabilité, de peur, que rien que l'objectif de réduire ça ouvre une place pour le bonheur. Maintenant, je peux vous donner une autre réponse qui est une réponse moins utile peut-être et plus personnelle. Pour moi, aujourd'hui, le bonheur, c'est la connexion au divin. C'est la connexion au grand tout. C'est ça, si je devais donner ma réponse de cœur. Jonathan Lehmann, vous êtes de confession juive. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher ailleurs qu'il n'y a pas déjà dans la Torah? Ça, c'est une grande question. Je suis juif et le judaïsme a joué une place immense dans ma vie. Mais ça a été très compliqué, le judaïsme, pour moi, parce que ma mère ne savait pas qu'elle était juive jusqu'à l'âge de 18 ans, donc elle n'a pas grandi dans la religion. Mon père était un juif réformiste californien qui pratiquait aucune fête. Ma mère a même été baptisée par son père, parce que le grand-père est mort à Auschwitz. Donc ma mère est revenue au judaïsme en me mettant dans une école maternelle juive, en m'envoyant dans les colofeuges. Bibi Wayo. Bibi Wayo, CCVL, Shalom Loisir. Enfin, j'en ai... C'est peut-être croisé à Shalom Loisir. Ouais, j'en ai, mais je suis un peu plus vieux que vous, non? Un petit peu, un petit peu. Donc oui, j'ai fait beaucoup de colos, beaucoup, et
Et donc, s'est posé la question très vite pour moi d'appliquer la religion en famille, puisque tous mes potes étaient juifs, et nous, on faisait même pas Kippour. Et donc, je voulais savoir comment est-ce que je fais pour être un bon juif. Et donc, mon meilleur ami, Jérémy, me disait, pour être un bon juif, ce que tu dois faire. Et lui, il était à Yavne, il était dans une école, il était par rapport à moi très religieux. Et donc, il m'a expliqué tout. Et moi, je rentrais à 14-15 ans à la maison. Je disais, bon, voilà, maintenant, il va falloir qu'on mette la kippa, qu'on fasse Shabbat. C'est ça. Et pendant Pessah, qu'il y a tous les trucs dans le placard, il faut qu'on aille les vendre à des non-juifs. C'est Jérémy qui m'a expliqué. Il faut qu'on brûle ça, il faut qu'on fasse ça. Et mes parents me regardaient et me disaient, mais t'as pété un plomb, on va pas du tout faire ça. En fait, c'est pas du tout ça. Nous, on veut bien faire des fêtes. On veut bien, s'il y a une signification spirituelle que tu peux nous expliquer, mais on va pas faire tout ce que fait Jérémy et sa famille. Et donc, c'est poser la question pour moi de la différence entre religion et spiritualité. Et du coup, qu'est-ce que j'avais envie d'extraire, de prendre de la religion qui faisait du sens, de prendre par exemple le Dayenu de Pessah, la gratitude, de prendre tellement de choses, le fait de poser des questions, le fait d'étudier, mais c'est vrai que j'ai aussi eu ce qu'on peut dire est de plus en plus un problème avec le trop plein de règles qui, à mon sens, dans certains cas, empêchent une vraie connexion spirituelle. Pourtant, ces règles, vous les appliquez à vous-même. On va en parler dans ce livre, Journal intime d'un voyageur chamanique. Vous parlez d'énormément de choses, mais la première question, c'est votre travail de l'ombre, puisque je crois que c'est ça que vous tentez de mettre en lumière. C'est quoi le travail de l'ombre, Jonathan Lehmann ? Le travail de l'ombre, c'est le travail essentiel pour apprendre à véritablement aimer. Eric Fromm, dans l'art d'aimer, explique que si j'aime l'autre parce qu'il est gentil avec moi ou parce qu'il me donne quelque chose, c'est pas de l'amour parce que c'est transactionnel. Aimer véritablement, c'est aimer même celui qui va être agressif avec nous. Et l'idée, c'est que on a tous de l'ombre, on a tous un moi inférieur, on a tous des défauts. On aime bien parler des gens en négatif, pointer du doigt et dire « lui, il est égoïste, elle est narcissique ». Mais on a tous ces énergies-là en nous parce qu'on a tous des blessures d'enfance. Et la clé pour mieux aimer, c'est de passer du jugement à la compréhension. C'est le travail de compassion. C'est d'essayer de comprendre, au lieu de dire « lui, il est agressif et je vais lui rentrer dedans », de dire « qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que cette personne est agressive ? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? Quelle souffrance il y a ?» Et donc, c'est de passer d'un mode « il y a des gentils et il y a des méchants » au mode « il y a des gens qui sont plus ou moins en souffrance ». Et la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'espérer qu'il y ait moins de souffrance, que ce soit pour soi ou pour les autres. Donc, j'apprends à accepter mon égoïsme, j'apprends à accepter mon narcissisme, mes addictions, mes jalousies, pour mieux accepter ces énergies chez les autres et réussir à ouvrir mon cœur et pratiquer la compassion. Et finalement, vous respectez la phrase de Socrate « Connais-toi toi-même » qui a longtemps été un grand questionnement pour vous. On va continuer à parler avec vous et de vous dans cette émission, Jonathan Lehmann, et notamment de ce qu'il y a concrètement et de ce qui s'est passé dans ce livre. À la tête de la communauté Les Antisèches du Bonheur, notre invité aujourd'hui, Jonathan Lehmann, auteur du Journal intime d'un voyageur chamanique aux éditions HarperCollins. Dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Et on va reprendre bien évidemment un petit peu cette interview avec vous, Jonathan Lehmann, avant de passer à la rubrique émotion dans cette émission, avec donc votre livre Journal intime d'un voyageur chamanique. Et puis c'est l'occasion justement d'aller encore se plonger dans son ombre. Mais d'abord, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé dans ce livre et quelle expérience vous avez faite avant tout. Ce que je raconte dans ce livre, c'est une semaine que j'ai passée à l'été 2020, entre deux confinements, où pendant 4 jours, j'ai bu un breuvage qui est considéré comme sacré en Amazonie, qui s'appelle l'ayahuasca, qui est une mixture de 2 plantes, et un rituel chamanique qui est une cérémonie spirituelle qu'on fait en méditation, accompagnée par un maître de cérémonie, un chaman, en silence, dans le noir, et qui altère notre conscience en nous donnant de l'information sur nous-mêmes pour évoluer, pour ouvrir notre cœur, qui parfois nous nettoie, nous fait vomir, nous amène à une purge. C'est un véritable travail
thérapeutique, mais qui se fait à l'aide de plantes. C'est une tradition ancestrale en Amazonie et qui aujourd'hui a commencé à se disséminer un petit peu dans le monde pour des personnes qui ont envie de faire un travail sérieux sur elles-mêmes. Alors en effet, ça commence petit à petit à se démocratiser entre guillemets. Il y a même Benjamin, qui est un de nos techniciens, qui m'a dit que il connaissait des gens qui avaient fait cette expérience. Donc en effet, c'est pas tout à fait inconnu, mais pas non plus très connu. Alors on a compris où trouver l'ayahuasca. Ça vient d'Amazonie. On peut aussi faire cette expérience à Los Angeles, dans la jungle à Porto Rico. Mais attention aussi aux charlatans, on tient à le dire. C'est aussi voilà, quelque chose qui est pas tout à fait autorisé à tout le monde, dans le sens où c'est quand même un psychotrope et qu'il y a des personnes qui sont trop sensibles pour vivre cette expérience. Mais ce qui nous intéresse, avant toute chose, c'est de savoir quelle a été votre expérience, vous, Jonathan Lehmann. Qu'est-ce que cela vous a permis de révéler en vous et de vous ? Moi, j'ai commencé un travail sur moi il y a une dizaine d'années avec la méditation d'abord et ensuite avec la thérapie. Et je suis arrivé à un stade où j'avais l'impression de plus progresser, notamment sur la question de l'amour de soi. Je comprenais qu'il fallait que je m'aime et que tant que je m'aimais pas, j'allais continuer à avoir mes addictions, j'allais continuer à avoir mes comportements narcissiques, mais j'arrivais pas véritablement à comprendre comment. Et la vie a mis sur mon chemin ce chaman avec qui j'ai commencé à faire ce travail. Eduardo. Et avec qui a proposé des cérémonies dans lesquelles j'ai commencé à mieux comprendre les blessures que j'ai eues dans l'enfance, comment elles m'ont mené vers mes addictions, comment elles m'ont mené vers mon ombre, et comment je pouvais un peu décoder tout ça pour moins laisser ces mécanismes de défense inconscients et nocifs prendre le contrôle de ma personne. Donc ça vous a permis de mieux vous autogérer, comme on dit aussi ? Oui, c'est ça, exactement. En fait, j'ai beaucoup de colère en moi. J'ai la peur de manquer, j'ai la peur de pas être aimé, comme beaucoup de gens. Hein. Après, on a tous des saveurs d'ombre qui sont différentes. Moi, par exemple, j'ai pas beaucoup de jalousie. D'autres auront de la jalousie. Moi, c'est plus la colère, les addictions, le narcissisme. Mais je voyais que, et je vois encore, parce que tout ça n'est pas parti, juste j'avance sur ces thèmes, que ça m'empêchait de faire marcher un rapport de couple. Que ça limitait ma capacité à connecter, dans certains cas, avec certaines personnes, notamment dans ma famille. Et j'avais envie de progresser parce que j'ai envie, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, à devenir une meilleure version de soi-même. C'est ça, une meilleure version de moi-même, une version qui a plus confiance en la vie, qui est plus connectée à moi-même, à la nature, au divin, qui est plus aimante. Qui arrive à plus rayonner dans sa vie sur les autres pour aider à être plus partie de la solution que le problème. Alors ça, c'est un travail au long cours que vous menez en effet depuis une dizaine d'années, mais dans cette expérience spécifique que vous racontez dans ce livre, il est important de rappeler que cette expérience avec l'ayahuasca vous donne des visions. Elle vous dépouille de tout, elle vous fait vomir, à tel point que quand même c'est une expérience un peu sécurisée parce qu'il y a des gens qui sont là, c'est assez cadré si on a besoin d'assistance. Mais on apprend dans votre livre beaucoup de choses de votre histoire. Vous apprenez à travers des visions qu'il y a eu de l'inceste dans votre famille. Vous apprenez également que vous portez la maladie de votre papa, ce qui vous a permis de faire des recherches poussées pour apprendre que c'était réellement le cas. Et vous parlez très bien, notamment de la maladie d'Alzheimer. J'ai quand même envie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça, que vous nous donniez un petit peu le mécanisme et la création de la maladie d'Alzheimer dans vos mots. Oui, absolument. Et avant ça, si vous permettez, juste rappeler que l'ayahuasca est considérée comme une religion dans plusieurs pays, notamment au Brésil, au Mexique et même aux États-Unis, qui quand même est le leader de la guerre contre les drogues. La première fois que vous avez eu cette expérience, c'était en Californie. Alors la première fois, c'était en Amazonie, il y a plus de 20 ans. Avec vos parents. C'est ça, ouais. Avec mes parents. Et ensuite, c'est vrai, une quinzaine d'années plus tard, j'ai fait ça en Californie. Mais juste pour remettre un peu en perspective, parce qu'il peut y avoir un amalgame qui est fait. Certaines personnes pensent, oui, mais c'est une drogue. C'est considéré comme tel en France, mais pas du tout dans les autres pays. Et donc, je pense que, mais bon. C'est bien de le spécifier pour dire que quand même, on parle pas de quelque chose de totalement perché partout dans le monde. Donc, Sur Alzheimer. Alzheimer, donc mon père en est mort.
Et moi, j'avais fait un test ADN à l'époque pour juste connaître mon profil ADN, et on m'avait proposé de voir si j'avais la prédisposition à Alzheimer. Et j'avais dit non parce que j'étais terrorisé par ce qui était en train d'arriver à mon père. Et effectivement, j'ai eu une vision grâce à l'ayahuasca que j'avais la graine d'Alzheimer dans mon cerveau, qui m'a fait extrêmement peur. Et donc j'ai été ensuite vérifié avec le test ADN si c'était vrai. Et il s'est trouvé que je suis effectivement dans le groupe qui a le plus de chances de développer la maladie d'Alzheimer. En gros, la prédisposition génétique, c'est on a soit 0 copie du gène Alzheimer, qui est APOP4, je crois il s'appelle, soit une copie de l'un des deux parents, soit 2 copies de chacun des deux parents. Et moi, j'ai une copie de chacun de mes deux parents, ce qui fait que j'ai 25% de chances d'avoir la maladie d'Alzheimer quand j'aurai 70 ans. J'ai beaucoup étudié la maladie depuis, et j'ai trouvé très intéressant de comprendre de quoi il s'agissait. En fait, le Alzheimer crée des plaques dans le cerveau. Mais ces plaques, à la base, sont un mécanisme de défense contre certaines agressions qu'on fait à notre système. Et le docteur Bredsen, qui a créé une méthode révolutionnaire aujourd'hui qui guérit, qui empêche le développement de la maladie chez des millions de personnes, explique qu'en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on essaye de trouver une cure à Alzheimer, de guérir des médicaments et tout, alors qu'on devrait plutôt se concentrer sur la cause, à savoir ces choses contre lesquelles le mécanisme de défense se met en place. Parce que l'idée, c'est que une fois que si le mécanisme de défense agit trop, il devient lui-même l'attaque. Et en fait, donc, si on élimine ce qui est à la base du mécanisme de défense, on va éliminer le mécanisme de défense et donc les plaques, et donc empêcher que Alzheimer arrive. Et quelles sont ces attaques ? C'est le stress, c'est le sucre, c'est les protéines d'origine animale, c'est donc la mauvaise alimentation, c'est le fait de ne pas prendre soin de soi. Et donc, si on décide d'avoir une meilleure alimentation, d'avoir une pratique physique, de pratiquer la méditation, de réduire son stress, on va éliminer les choses qui créent le mécanisme de défense, et donc on va empêcher l'arrivée des plaques, et on va permettre à son cerveau d'être sain plus longtemps. Et ces choses-là, je ne les savais absolument pas. Mon père, quand il était malade, et même au début de sa maladie, il mangeait des paquets Haribo, des plaquettes de chocolat, et je ne savais pas à quel point c'était l'ennemi numéro 1. Et en gros, ce que j'ai trouvé extraordinaire en étudiant la maladie d'Alzheimer et plus généralement la dégénérescence cognitive, qui, il faut le rappeler, commence pour tout le monde à partir de 40 ans, c'est que la manière de maintenir son cerveau, c'est de se donner de l'amour. C'est de savoir faire des choses qui, avant tout, diminuent notre stress, qui nous nourrissent bien, pas des choses qui sont bonnes sur l'instant, mais qui après nous font du mal, mais des choses qui nous font vraiment du bien, savoir manger des fruits et des légumes, pratiquer la méditation, pratiquer la gratitude, faire du sport, ne pas trop ingérer des substances chimiques comme le mercure qu'on trouve dans le thon, par exemple, etc. Il y a plein d'autres choses, mais c'est ça. Voilà, ça c'est pour le rituel entre guillemets quotidien de Jonathan Lehmann. Je reviens encore un tout petit peu sur cette expérience qui vous a appris beaucoup de choses de vous. Vous avez aussi vécu vos expériences avec les femmes, bien évidemment, et après une rencontre avec une femme précise qui a voulu entre guillemets vous dominer, ce qui n'était pas tout à fait courant. Vous avez pris conscience de la place des femmes dans la vie en règle générale, notamment face à la masculinité, souvent soumise donc à la domination masculine. Et puis là, le rôle s'est un petit peu inversé. Et vous avez réalisé énormément de choses, notamment grâce à l'ayahuasca. Vous avez aussi arrêté d'écouter du rap. Ce qui peut sembler complètement drôle pour les gens qui nous écoutent, se dire oui, bon, bah ok, il a arrêté d'écouter du rap. Non, en fait, vous vous êtes rendu compte que ce que le rap reflétait, certains raps que vous écoutiez refléter, il était totalement incohérent avec la personne que vous vouliez devenir et que ça vous envoyait en fait des mauvais signaux. Il y a un petit peu de tout ça. Je parle un petit peu pour vous, mais la dernière question que je veux vous poser sur ce sujet-là, c'est vous dites, au fur et à mesure de tout ce que je viens d'évoquer, qu'après, à un moment donné, vous aviez la sensation que la plante vous parlait et que vous aviez touché le divin. Et j'ai envie d'avoir un peu plus d'informations là-dessus, Jonathan Lehmann. C'est la grande question, non ?
pourquoi on est là et quel est notre rapport au grand tout. Et ça, justement, on parlait de la religion et alors j'ai étudié un peu, pas directement, mais des écrits sur la Kabbale qui m'ont apporté beaucoup plus que ce que j'étudiais au Talmud Torah à l'époque, quand je préparais ma bar mitzvah. Mais pourquoi est-ce qu'on est là ? Je crois que c'est la grande question. La meilleure réponse que j'ai trouvée, je l'ai trouvée dans les conversations avec Dieu de Neil Donald Walsh, où il explique en gros qu'à la base, il y a la conscience unique, il y a la source, qu'on peut appeler l'amour, mais que l'amour a envie de s'expérimenter en tant que tel. Mais on ne peut pas s'expérimenter si la seule vérité, c'est l'amour. Donc c'est là qu'a été créée l'incarnation telle qu'on la connaît aujourd'hui, la matière, le temps. Pour permettre à l'amour de s'expérimenter, on doit créer aussi le non-amour. Pour comprendre la paix, on doit avoir la violence. Donc c'est là qu'on crée la dualité. Et que donc, nous, le but de notre incarnation, ce serait d'évoluer et de diminuer donc ce non-amour, cette violence, pour aller vers l'amour, pour aller vers la paix. Et qu'en fait, tout ça, toute l'existence serait un grand jeu pour nous permettre d'évoluer. Et comprendre le divin, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, évidemment, c'est évolutif, c'est comprendre ça. Comprendre que la vie est un grand jeu, qu'il y a 2 buts, en tout cas, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Le premier but, c'est de passer un bon moment. Le deuxième but, c'est d'évoluer. Et en fait, je crois que l'idée, c'est comment je trouve un équilibre entre mon impératif d'évolution et mon impératif de kiff. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond pas à la question. J'ai envie de savoir si vous avez parlé avec Dieu. Si vous avez eu la sensation... Mais je parle à Dieu tous les jours, Cyrielle. Mais est-ce que vous avez la sensation, dans cette expérience, de l'avoir entendu vous parler, vous avoir dit quelque chose de spécial, notamment sur le chemin que vous deviez prendre ? Oui. Ouais. Oui, mais parce que... Et je pense pas que je suis un messie ou quoi que ce soit. Non. Je pense qu'on a tous accès à parler... Alors Dieu, pour moi, c'est la source, c'est l'intelligence supérieure. C'est pas un Dieu avec une barbe, hein. C'est pas un Dieu qui est séparé de nous. Nous sommes Dieu. Nous sommes le divin. On est dans l'illusion de la séparation parce que c'est ça qui nous permet de jouer au jeu de la vie. Mais on est Dieu. Vous êtes Dieu, je suis Dieu, tout le monde est Dieu. Maintenant, le cerveau, il me semble, est comme une radio qui a accès à certaines fréquences et dans certains états, des états méditatifs poussés, des états de transe et des états avec l'ayahuasca, on perçoit et on reçoit une information qui semble de très haute fréquence et qui semble l'information venant de l'intelligence supérieure. Donc oui, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, et notamment lors de quelques-unes de ces expériences, d'avoir l'impression de télécharger de l'information qu'on pourrait appeler divine, oui. Vous m'avez donné la réponse. Tout de suite, on passe à la chronique émotion. Vous écoutez Radio J. Jonathan Lehmann, on a appris une chose dans cette émission, c'est que nos goûts culturels en disent beaucoup, beaucoup sur nous. Alors on va vérifier un tout petit peu. Vous avez eu longtemps eu une passion pour Michael J. Fox, dont on se souvient pour ses baskets, notamment dans Retour vers le futur. Mais vous avez grandi surtout avec les séries américaines Dallas ou encore Dynasty, qui ont mis votre vie dans des cases, puisque le message que vous avez reçu à l'époque sur la formule du bonheur, c'était justement gagner beaucoup d'argent, avoir du pouvoir, que le bonheur allait venir en fonction de ça. Preuve que tout cela est faux pour vous aujourd'hui, bien évidemment, on l'a compris. Et depuis, eh bien, vous regardez très peu de séries, vous vous sentez très vite manipulé, c'est ce que vous m'avez confié. En revanche, vous aimez beaucoup En Thérapie, la célèbre série d'Éric Toledano et Olivier Nakache diffusée sur Arte depuis le 4 février 2021, à revoir sur arte.fr bien évidemment. Il faut savoir que c'est une adaptation française de la série israélienne Betty Pool qui aborde le sujet du traumatisme collectif des attentats de Paris en novembre 2015. De séance en séance, eh bien, on voit un psychanalyste qui reçoit 5 patients qui sont bien évidemment comme lui en plein désarroi. Et j'ai envie de vous poser cette question, Jonathan Lehmann, vous aimez être dans le réel et le travail sur soi, je crois, dans même ce que vous observez et regardez à la télé. Oui,
Oui, et je pense que c'est tellement important. Tout à l'heure, vous parliez du rap, et je veux juste préciser, j'ai aucun problème avec le rap. J'ai juste un problème avec les contenus qui véhiculent de l'énergie violente et qui véhiculent l'énergie de la domination. Il y a des raps tout à fait mignons avec lesquels j'ai aucun problème. C'est pour ça que j'ai dit dans celui que vous écoutiez à l'époque. C'est ça, parce que j'écoutais avant du rap qui parlait de cambriolage, qui parlait de violence, et donc d'un côté, je prenais la méditation et l'amour, et de l'autre côté, je chantais à tue-tête des choses horrible, et je me rendais pas compte de cette contradiction, et je crois qu'on se rend pas compte de toutes les contradictions qu'on incarne. Qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaye le plus possible de consommer du contenu qui vibre à une certaine fréquence. Et j'avais tendance, j'ai grandi, mon film préféré c'était Pulp Fiction. Aujourd'hui, je regarde Pulp Fiction et je regarde que c'est une glorification de la violence, et on peut pas ressortir indemne, il me semble, de consommer du contenu comme ça. Et vous dites beaucoup qu'on se ment beaucoup à nous-mêmes. Mais terriblement. Ouais. Mais c'est ça, dans en fait. Ce qu'on aime, dans la cohérence qu'on a avec nous-mêmes, notamment quand on dit j'ai pas le temps. On a toujours le temps. Bah oui. Quand je dis j'ai pas le temps, c'est qu'on dit c'est pas haut dans ma liste de priorités, et j'ai pas envie de le mettre haut dans ma liste de priorités. Parce que tout à l'heure, vous parliez de Socrate et de ce qu'il avait écrit devant apparemment le temple à Delphes, connais-toi toi-même. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point on ne se connaît pas. On croit qu'on se connaît, mais en fait, on ne se connaît pas. On connaît les masques qu'on essaye de vendre à tout le monde autour de nous. Et il me semble que le travail d'évolution personnelle passe par le